Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre émission Yeno. Je vous souhaite la bienvenue et je vous propose de regarder tout de suite. Souvenez-vous de ces images. L'école primaire publique Maurice Toé dévastée par un incendie. C'est un habitant de la commune de Kaalagomen qui a pu filmer ces images à l'aide de son téléphone. Les habitants de la tribu de Wéol se sont réveillés au petit matin et ont découvert l'école primaire, leur école primaire publique Maurice Toé, en cendres. Bilan 5 classes parties en fumée. Après les classes, c'était au tour de la cantine d'être réduite en cendres. Ce deuxième incendie s'était produit le 5 mai dernier, un mois après le premier incendie. Un mois après ce soir, je vous propose que l'on découvre comment élèves et enseignants se sont organisés pour continuer d'aller en cours. Nous allons tenter de le découvrir, avoir des éléments de réponse ce soir avec notre invité qui est en duplex depuis notre studio de Nouméa, Oriane Kedo, qui est institutrice à l'école primaire de Wéol, que vous allez voir dans quelques instants également dans un reportage proposé par Natacha Ogui, dans ce reportage. On propose de regarder comment les enseignants se sont adaptés à cette situation inédite, sans précédent. Comment ils ont fait pour que nos enfants continuent d'apprendre à l'école. Regardez. Tu te rappelles de ce jeu? On avait le même jeu l'année dernière. On avait posé les autocollants, les petites étoiles derrière. Tu te rappelles pas? Alors, qu'est-ce que vous voyez sur les étiquettes? Des chiffres. Quoi comme chiffres? Retournez les étiquettes là devant vous. Quoi comme chiffres? Cet Algeco accueille désormais les 3 niveaux de la maternelle. Si la superficie est plus restreinte, les occupants s'estiment heureux d'avoir un espace à eux. C'est plus petit que ce qu'on avait auparavant, mais pour mes élèves et moi, avec mon aide maternelle, on s'est vite adapté et on n'a pas vraiment de soucis à se faire sur ce point-là. On occupe tout l'espace, même si c'est petit, mais c'est déjà mieux que rien. Je vais montrer la boîte là, parce que c'est la première boîte de puzzle. Alors vous avez ça par exemple. Après c'est des choses qu'on prend sur le net, on télécharge et on fait plastifier pour les enfants. C'est des puzzles des lettres de l'alphabet où il faut qu'ils retrouvent l'autre moitié et qu'ils essayent de les emboîter. Par exemple comme ça. C'est des jeux qu'on avait eu dans notre ancienne classe, notre ancienne école, et qu'en fait j'ai dû refaire. Déjà pour pas que les enfants ils soient aussi perturbés que par le changement d'école, le changement de classe. On a essayé de garder l'affichage le même. Pour jouer, ce sont les mêmes jeux qu'on utilisait dans notre ancienne école avant qu'elle brûle. Ça déstabilise moins les enfants. Que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau des jeux, j'ai repris exactement les mêmes choses. Ayant tout perdu dans l'incendie du 5 avril dernier, maîtresse Oriane a profité du temps passé sans élèves pour tout refaire de façon à ce que ses élèves soient le moins perturbés. Pour ma part, ce qui a été le difficile, c'était de recommencer surtout tout le travail qui a été fait. Parfois, c'est un travail qui a été cumulé pendant 2 voire 3 ans. C'était de refaire tout le travail, par exemple au niveau de l'affichage, même des jeux, du travail pour les enfants. Il fallait tout recommencer puisque l'incendie avait tout ravagé et on avait tout perdu. En après-midi, les élèves de grande et moyenne section s'adaptent. Ils font classe dans un autre décor. Comme nous, on a la classe dans l'Algeco, le temps du midi, les enfants sont à la sieste. Donc les matelas, ils sont dans la salle de classe et les enfants sont dans la salle de classe et se reposent, ils font la sieste. Ensuite, donc du coup l'après-midi, on n'a pas accès à la salle. Donc du coup, on travaille sur notre table à l'extérieur. Cette table-là, on l'utilise pour le goûter aussi le matin. On est ici. Et l'après-midi aussi. Donc avec un groupe, je travaille à l'extérieur en attendant que mes petits se réveillent de la sieste. Et après, tout le monde se rejoint ici pour qu'on puisse retourner et travailler dans la classe quand tout le monde est réveillé. Le site de Paavélé accueillera bientôt 2 Algeco qui seront destinés au cycle 2 et 3. Les élèves de la maternelle intégreront alors une plus grande salle. Oriane Kedo, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Ok, c'est parfait. Moi aussi, j'arrive à vous entendre. Je le disais, merci d'avoir accepté l'invitation. On vient de vous voir à l'instant dans ce reportage. À la fin de ce reportage, on découvre que l'école va accueillir 2 nouveaux Algeco. D'après mes informations, il y aurait 4 Algeco qui arriveront la semaine prochaine, qui ont été offerts par la société KNS de Vaud. À quoi vont-ils servir, ces Algeco? Ces Algeco serviront et permettront d'ouvrir 2 classes, pour la maternelle et pour le cycle 3. Des classes plus grandes qui seront installées sur le site même. Alors, avant de commencer cet entretien, j'avais tout simplement envie, au nom de toute l'équipe de Calédonia, de vous féliciter, de vous dire bravo, bravo à toute l'équipe, bravo aux enseignants, bravo à la direction, d'avoir fait en sorte que les élèves puissent retrouver rapidement le chemin de l'école. Donc bravo pour cette rapidité d'adaptation. Je rappelle le contexte. Covid-19, incendie à deux reprises, mais les cours ont repris. C'était l'objectif premier? Oui, exactement. Vu que les enfants avaient déjà repris l'école déjà bien avant, on avait cumulé déjà beaucoup de retard avec les enfants là-haut, que ce soit en attendant les Algeco ou que la mairie nous propose des lieux pour pouvoir s'installer dans leur bâtiment. Je propose que l'on regarde encore ces images. Un mois après les faits, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images-là, les images après l'incendie, où on voit la cantine, mais aussi les 5 classes réduites en cendres. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces photos? Quand je vois ces images, déjà, tout d'abord, ça fait mal au cœur, puisque c'est une école qui a été construite par les vieux, par nos grands-pères. Donc du coup, le fait de l'avoir complètement réduit en fumée après tant d'années, ça fait vraiment mal au cœur, c'est dommage. Donc c'est une école qui accueille 34 élèves de la tribu de Wéol et des différents clans, différents coutumiers du coin. Et combien est-ce que vous avez d'élèves, vous? En maternelle, j'ai un effectif de 10 élèves. Et vous avez qu'une seule classe, que des maternelles? J'ai que les maternelles. J'ai la petite section, la moyenne section et la grande section. Alors comment est-ce que vous faites? On a cru comprendre dans le reportage que l'après-midi, quand les plus petits se reposent, les grands sont obligés de sortir de l'Algeco pour continuer à travailler. Comment ça se passe, cette situation qui est... Le temps du midi, comme la sieste est obligatoire pour les petites sections gardent la salle pour pouvoir se reposer. Et moi, avec un groupe, les moyennes sections et les grandes sections, on travaille en extérieur. Donc on rappelle qu'une enquête est en cours, on attend les résultats. D'après le maire de la commune de Kaala-Gomene-Hervétien, vous attendez les résultats de l'expert pour pouvoir évaluer le coût des dégâts. En tout cas, il y a eu un premier incendie, la piste accidentelle avait été privilégiée selon les premiers éléments. Puis le deuxième incendie, cette fois-ci, c'était la piste criminelle qui a été avancée puisqu'une torche a été retrouvée sur les lieux du sinistre. Donc du coup, ces résultats sont venus remettre en cause la piste accidentelle du premier incendie, c'est-à-dire la suspicion accidentelle électrique. Je vous propose de revenir sur les réactions du maire de la commune de Kaala-Gomene. C'était au lendemain du deuxième incendie qui avait brûlé la cantine. On l'écoute. Pour le réfectoire, donc les premiers éléments de l'enquête, on se dirigerait vers un incendie criminel. Donc les gendarmes ont trouvé aux alentours des objets, comme ils disent, faits d'homme, c'est-à-dire une torche qui a été fabriquée localement. Donc il suspecterait que cela, c'est l'élément qui a créé l'incendie. Mais pour l'école, c'était parti sur un accident. C'était parti sur un accident. Et donc maintenant, à regrouper les deux faits, les deux sinistres, là, on se dirigerait plutôt vers quelque chose de criminel. Moi, je voudrais interpeller les parents d'élèves, l'APE, et aussi les coutumiers, les clans qui sont dans le coin où on dit Nangoli ou pas, Nangoli, pour leur dire qu'il faut qu'on s'assoie autour de la table, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on se dise les choses, parce que
à continuer comme ça, j'ai peur que demain, on ferme cette petite école de proximité, et donc ce qui obligera les parents et les enfants à descendre soit au village ou aller ailleurs. Et ce serait triste pour nos enfants de la chaîne Weol, Pagou, Kourou et Ouémou. Oriane Kedo, est-ce que depuis ces déclarations, vous êtes peut-être pas la mieux placée pour parler des palabres coutumiers qui ont eu lieu sur place, peut-être pas la bien placée pour parler de l'APE, mais est-ce que ce soir, en tant qu'institutrice et personne engagée pour que l'école continue d'enseigner au sein de cette tribu de Weol, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a des réunions qui sont organisées entre les différents acteurs que vient de citer Hervé Tintaouva, le maire de la commune? Oui, il y a exactement des réunions qui sont faites entre la commune et les coutumiers et les gens de la tribu pour pouvoir essayer de trouver une solution pour permettre de donner des réponses à leurs questions et pouvoir se trouver un terrain d'entente pour pouvoir mettre en place la nouvelle école. Selon mes renseignements, il semblerait que le passage du privé au public de l'école de Weol, puisque depuis l'année dernière, l'école de Weol était sous l'égide de la DEC, la direction de l'emploi, la direction de l'enseignement catholique. Depuis l'année dernière, l'école est devenue une école publique, donc du coup gérée par la commune, la province et le gouvernement. Il semblerait, selon mes sources, que c'est ce passage qui n'aurait pas plu l'ensemble des personnes, l'ensemble des clans, l'ensemble des personnes qui composent le conseil coutumier de Weol. Est-ce que vous pouvez me donner une réaction ou un commentaire par rapport à ce que je viens de dire? Après, sur ce sujet-là, je sais pas grand-chose, mais je sais qu'il y avait eu des difficultés. Après, quelles difficultés, je ne sais pas. Je sais pas exactement comment s'est passée la transition entre la DEC et le public. En tout cas, je vous remercie d'avoir tout de même voulu répondre à cette question. Je rappelle que ce soir, nous attendions un membre de l'APE qui était mieux amené à pouvoir répondre à ces questions, puisque cette personne fait partie également du conseil coutumier. En ce moment même, des échanges et des réunions ont lieu pour trouver une solution qui puisse protéger et permettre à l'école de Weol de continuer d'exister. Autrement, retour sur le montant des investissements qui ont été mis en place par le maire de la commune pour réhabiliter l'ancienne école de la DEC, la direction de l'enseignement, plus l'ancienne mairie annexe. Donc ces deux bâtiments qui ont été réhabilités pour pouvoir accueillir les élèves depuis les incendies. Donc 8 millions, c'est le montant de la réhabilitation des lieux en 2 semaines pour pouvoir accueillir les enfants. Marianne Kedo, avez-vous été malgré tout aidé pour continuer à faire cours? Comment ça s'est passé? Pour ce qui est de l'aménagement, l'aménagement de l'annexe et de l'Algeco, on a eu beaucoup d'aide de la part des employés municipaux, pour autant que ce soit pour les barrières, pour le nettoyage et tout, ils nous ont beaucoup aidés pour le nettoyage et pour mettre en place l'école telle qu'elle est actuellement. Donc on a vu, encore une fois dans le reportage, votre capacité d'adaptation rapide à la situation pour pouvoir assurer une continuité dans l'enseignement des cours auprès de nos enfants. Malgré tout, on ressent également à travers les images qu'il y a pas assez d'espace pour nos enfants. Oui. Pensez-vous que cette situation... Est-ce que vous êtes consciente de cette situation? Non, Oriane et non pas Marianne, comme je l'ai dit juste avant. Oui, on est tout à fait conscient, mais après on se dit que on a de la chance d'être venu sur les bancs de l'école et on fait avec ce qu'on a. Parce que peut-être qu'il y a pire aussi ailleurs, mais avec le peu qu'on a, on essaye de se donner au maximum et donner tout ce qu'on peut pour les enfants. Et comment est-ce qu'ils ressentent cette situation, les enfants, surtout les tout-petits? On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants, donc là, je pense que vous devez avoir du cash à chaque fois. Pour les plus petits, ils ont plus l'habitude, puisque là où se trouve l'école, c'est à la mission, à Pavelé, chez les catholiques. Donc les enfants ont l'habitude La plupart des enfants sont catholiques, donc ils ont l'habitude de se regrouper à cet endroit-là. Donc pour eux, ça fait pas...
c'est vrai que c'est un changement, mais ils sont plutôt contents puisque c'est un endroit où ils se retrouvent d'habitude en famille, avec leur famille, à l'église, à la messe, pour les coutumes. Donc, ça ne les dérange pas trop. Ils sont plutôt contents. Combien pensez-vous pouvoir tenir dans cette situation avec justement cette gymnastique d'esprit perpétuelle à faire tous les jours pour assurer encore une fois la continuité des cours? On espère au moins que les Algeco arriveront le plus tôt possible pour qu'on puisse raménager et avoir une classe plus grande pour les enfants. Mais après, on fera avec les moyens de bord et puis on attendra. En tout cas, il y a une autre bonne nouvelle que je peux annoncer ce soir, c'est les prochains travaux qui vont se dérouler concerneront cette fois-ci le bâtiment de l'internat. Objectif, donc c'est les travaux qui vont durer probablement 4 mois, toujours selon le maire de la commune, avec une facture qui s'élève à hauteur de 16 millions. Une addition qui a été répartie entre la province Nord, la commune et l'État. Voilà, 16 millions de francs. Objectif, pouvoir accueillir les élèves avant la fin de l'année. C'est un objectif que s'est fixé le maire de la commune. Et de toute manière, si les élèves n'intègrent pas ce bâtiment, l'année prochaine, il sera aux normes pour pouvoir accueillir les élèves. Vous confirmez, Oriane? S'il rénove le bâtiment de l'internat, oui, ce sera bien pour les enfants l'année prochaine. Parce que là, en ce moment, l'internat, les élèves ne dorment pas à l'internat. L'internat est occupé pour stocker des matériaux divers de l'école. Oui, pour stocker du matériel. Elle sert de salle pour nos animatrices le temps du midi. Donc elles ont leur petit local à l'intérieur et tout ce qui était dans l'internat, que ce soit les lits, les matelas, ça sert un peu de local de rangement. L'école de Wéol, c'est une école de proximité, mais qui accueille des élèves qui nous viennent d'où, Oriane? Les élèves viennent de Ouémou, de la tribu de Ouémou, Wéol protestant et Wéol catholique. Auparavant, ils prenaient jusqu'aux enfants de Pagou et de Kourou, mais maintenant, ces enfants-là, ils sont déjà dans des grandes classes au collège. Donc du coup, on a les enfants de Ouémou jusqu'à Wéol protestant et Wéol catholique. Et quel est le trajet en voiture? Quelle est la durée du trajet en voiture Wéol jusqu'au village? Quand il fait beau, on peut faire 30 minutes, voire 35 minutes de route. Quand il pleut, du coup? Et quand il pleut, c'est 45, voire 1 heure de route. D'où la volonté des parents d'élèves de conserver cette école sur place pour éviter à faire le trajet avant et après l'école? Oui, ce serait fatigant. Au début, ce serait plaisant pour les enfants, mais après, à la longue, ce serait fatigant. Et pour les plus petits, ce sera de partir de Wéol et d'arriver au village, ils seront plus fatigués. Et je pense que les parents préfèrent que leurs enfants soient à la maison et à la tribu même. En tout cas, encore une fois, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Je vous propose que l'on souffle un peu, que l'on fasse une petite pause et que l'on découvre, que l'on voyage avec la chronique de Stéphanie Marlier qui aurait déniché d'autres petites écoles comme ça de proximité dans le monde avec peut-être des supports différents. On va le découvrir tout de suite avec Stéphanie qu'on va recevoir sur ce plateau. Bonsoir Steph. Bonsoir Jamie, bonsoir Oriane. Bonsoir. Alors, je vais juste changer. Vas-y, avance un tout petit peu pour qu'on te voit. Voilà, c'est parfait. Donc effectivement, alors je vais vous parler moi des écoles flottantes. Ok. Donc les écoles flottantes au Bangladesh, donc c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Ces écoles, elles ont été mises en place pour s'adapter notamment à la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Donc il faut savoir qu'un tiers de ce pays, notamment le nord-est, se trouve seulement à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc, ce qui signifie que pendant la période de la mousson, donc de juin à octobre, certaines zones rurales sont complètement inondées et le reste même pendant 7 à 8 mois par an. Donc, conséquence de cela, les écoles sont fermées donc, pendant une bonne partie de l'année. Donc, les enfants ne peuvent pas, en fait, des régions rurales aller donc, à l'école. Donc, il fallait donc trouver une solution pour que ces enfants puissent aller à l'école. Ils se sont adaptés à la situation. Voilà, et justement, donc c'est l'école qui se déplace à eux, je dirais. Donc, c'est ce qu'a fait en 2002 l'organisation Shindulai Chwanir Var Sangsta. Donc, j'espère que je prononce bien. Donc, aidé bien sûr de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, ils ont fabriqué des bateaux. Donc, ce sont des bateaux-écoles.
des bateaux qui naviguent du samedi au jeudi parce que là-bas, le vendredi est considéré comme un jour de repos. D'accord. Donc, ces bateaux récupèrent les enfants chez eux et dès qu'une fois que la classe est terminée, donc, ils les déposent chez eux. Ok. Donc, l'électricité est fournie, donc c'est par des panneaux solaires. Donc, ce qui permet aux enfants d'avoir accès à des ordinateurs. Donc, une salle de classe, elle compte à peu près 30 places. Bien aménagé. Voilà, c'est quand même bien aménagé. Et donc, il y a des bateaux à 2 étages. Je ne croirais même pas qu'on est sur un bateau. Et donc, à 2 étages. Donc, ils ont aussi des toboggans. Donc, c'est un peu des... Je dirais, ils peuvent quand même se détendre. Hein. C'est important, un peu d'une récréation, comme dans les écoles, je dirais, comme on a au pays et ailleurs aussi. Et ils À ont la des... sortie de secours. Voilà. Oh non, pas la sortie de secours. Ils ont aussi des salles donc, de jeu. Et le soir, ces écoles accueillent, donc ça, c'est des écoles qui n'accueillent pas que des enfants, puisqu'elles accueillent aussi des adultes qui prennent des cours donc d'agriculture. 10 ans plus tard, en 2012, l'association à but non lucratif BRAC emboîte le même pas. Donc elle met en place un bateau que l'on appelle donc le Shikatori, qui veut dire le bateau de l'éducation. Et donc, là, même principe, un bateau qui fonctionne avec donc l'énergie solaire, donc les panneaux solaires. Et puis, pareil, c'est des bateaux qui vont récupérer les enfants. Et puis, ils font l'école, ils ont des cours sur les bateaux. Donc, du coup, la question de la montée des eaux, des Voilà. intempéries, C'est une alternative, en fait, justement... a permis d'éviter ce genre de problématique. Voilà. Alors, il faut savoir que ces écoles... Enfin, voilà, j'ai oublié de le dire. Donc, ces bateaux, ils s'inspirent aussi, donc c'est important, des embarcations typiques donc, du Bangladesh que l'on appelle les Noka. Donc, ces écoles flottantes, quand même, il faut savoir qu'elles ont permis à plus de 90 000 enfants, donc 90 000 enfants ont pu recevoir une éducation, en fait, bénéficier donc d'une éducation. Donc, depuis 2002, d'une instruction, excusez-moi, j'ai dit éducation, d'une instruction. Oui. Voilà. Et puis, il existe aujourd'hui à peu près plus de 23 donc, bateaux de ce type. Alors, une chose très importante que je voulais ajouter pour finir, si tu me permets, Jamie. Je te le permets. Donc, c'est sûr que ces écoles, en fait, ça permet d'éviter tout ce qui est décrochage scolaire, parce que si les écoles sont fermées, les enfants ne peuvent pas y aller, donc forcément... Voilà, donc ça entraîne beaucoup de décrochage scolaire, mais c'est aussi... C'est une école qui interdit le mariage, non? En fait, non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, ça permet de réduire aussi le nombre de mariages précoces, puisque c'est un pays où il y a beaucoup de mariages précoces. Et c'est d'ailleurs grâce à ces écoles donc, flottantes, je dirais, eh bien, ces mariages précoces sont en baisse de 70% dans les villages, en fait, qui sont desservis, où les bateaux donc, passent récupérer les élèves, puisque 2 élèves sur 3 sont des filles. D'accord. Donc, c'est quand même... Oui, on l'a vu sur ces images. On l'a vu sur Voilà, les photos. donc c'est quand même... Une belle alternative. Voilà, qui a inspiré d'autres pays en voie de développement, comme le Vietnam ou encore le Nigeria, donc en Afrique de l'Ouest. Bon, là, ça change. Hein. Oui, mais là, c'est d'autres styles. Là, il y a quand même de l'architecture là qui... Oui, mais après, ce qui compte, c'est les cours architecturale. Oui. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment des alternatives par rapport au réchauffement climatique que cela engendre. Et c'est pour permettre aux enfants, puisque les enfants ne sont pas tous égaux, enfin, tout le monde ne peut pas aller à l'école. Et donc là, c'est une très belle initiative, je trouve. Merci Stéphanie. Voilà. Merci pour merci pour ces écoles alternatives qui permettent justement à nos enfants, aux enfants de la planète d'avoir une continuité au niveau de l'instruction à l'école et de permettre aux enfants d'être égaux. On vient de voir Tu restes avec nous, Steph? Je me mets ici là Ben, écoute, vas-y, reste avec nous. De toute façon, on arrive presque à la fin de cette émission. Oriane, on vient de voir les exemples qui se passent un peu dans le monde pour éviter les problèmes, enfin les embûches qu'on peut rencontrer sur notre chemin pour aller à l'école, pour continuer justement de permettre aux enfants de continuer à apprendre. Une phrase que vous disiez tout à l'heure, il y a pire ailleurs, là on vient de le voir. Oui, exactement. Dans le monde, il y a d'autres enfants qui sont plus peinés que nous de ne pas avoir d'endroit pour apprendre. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance, nous, ici, même que ce soit petit, que ce soit grand, on a beaucoup de chance. La proximité que cette école joue pour cet endroit, je dirais, qui est à 30 minutes, quand il fait beau, du village de Kaalagomen, quels sont outre l'éloignement et l'isolement au cœur de la chaîne, quelles sont les autres difficultés que rencontrent nos enfants au sein de cet endroit du pays? Surtout face aux intempéries, toujours au niveau de la route.
Pour les intempéries, il suffit qu'il pleuve beaucoup et les gens sont bloqués, les gens ne peuvent plus sortir. Ils sont peut-être bloqués, tout dépend de la pluie, 2 jours ou un week-end, ils peuvent être restés bloqués là-haut sans pouvoir sortir pour faire des courses ou quoi que ce soit pour la maison. Et ça a un impact réel sur l'organisation, le déroulement du programme scolaire? Est-ce que ça retarde? Pour le programme scolaire, pour la période qui arrive après les vacances, on adaptera le programme. On essaiera d'adapter afin que les enfants prennent moins de retard et qu'on puisse essayer de rattraper ce retard qu'on a accumulé. Oriane Kedo, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter toutes ces précisions concernant l'école de Wéol. Une dernière question, c'est quoi l'objectif maintenant pour nos enfants? Là, l'objectif, c'est de rattraper le travail le travail qui a été pas oublié, mais qu'on n'a pas pu le faire. Et on essaiera de le rattraper pour les prochaines périodes, afin qu'il soit au même niveau que tous les autres enfants. Merci. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'ondes positives. Merci pour beaucoup. vous permettre d'atteindre vos objectifs. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous arrivons au terme de cette émission, votre émission Yeno, que vous pourrez retrouver sur notre site, sur votre site caledonia.nc. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Yeno.